Chapitre 6.1, terminologie de base, c'est-à-dire la terminologie qu'on va utiliser pour ce chapitre-là. Donc, soit une droite delta qui passe par les points x1, y1 et x2, y2, un peu comme on avait au secondaire. On voit le graphique apparaître en dessous. On sait que pour calculer la pente, qu'on appelle m, dans l'équation y égale à mx plus b, bien, le m, c'est toujours y2 moins y1 sur x2 moins x1. Je crois qu'au secondaire, on vous disait que la droite était d'équation ax plus b, mais bon, a ou m, ça revient au même. Et si on regarde dans le graphique à côté, dans la partie qui est en rouge-rose, où on peut voir un triangle, bien, on se rend compte que y2 moins y1, ce n'est qu'une hauteur, et x2 moins x1, c'est une largeur pour notre triangle. Et donc, le côté opposé en y, le côté adjacent en x, ça nous donne une tangente. Et on sait qu'on peut réécrire tout ça en isolant le paramètre b de l'équation comme y1 moins mx1 ou encore y2 moins mx2 qui n'est pas marqué, mais c'est-à-dire que pour trouver l'ordonnée à l'origine, on peut se servir de n'importe quel point. Au secondaire, on vous a parlé de l'équation d'une droite comme étant y égale à ax plus b, mais dans notre cours, on va définir plusieurs autres façons de définir la droite. Et là, on va aller regarder les différentes formes des équations d'une droite dans un plan en fonction de vecteurs. Donc, si on dit qu'on a un vecteur D, qui est D1, D2, un vecteur qui appartient à R2, bien, le vecteur D, c'est ce qu'on appelle un vecteur directeur d'une droite s'il est parallèle à cette droite-là. Dans les remarques, le vecteur D définit une famille de droites parallèles. Nécessairement, les droites parallèles vont toutes avoir les mêmes les vecteurs directeurs. C'est un peu comme au secondaire quand on disait les droites parallèles ont toutes la même pente. Et deuxième remarque, tout vecteur parallèle à une droite porte le nom de vecteur directeur. Une droite delta est entièrement déterminée par un point P, P1, P2, par lequel elle passe et un vecteur directeur D, D1, D2. C'est-à-dire que delta est la seule droite passant par P et dont D est un vecteur directeur. Autrement dit, si je vous donne un vecteur directeur, vous n'êtes pas capable de dire quelle est l'équation de la droite. Par contre, si je vous donne un vecteur directeur et un point qui appartient à la droite, vous êtes capable de donner l'équation de la droite. C'est un peu comme au secondaire, si on avait seulement la pente, ce n'était pas suffisant, mais si on vous donnait la pente et un point, bien là, ça devenait une droite unique. Soit x, un point quelconque de la droite delta, alors le vecteur px est parallèle à la droite et au vecteur directeur. Donc, si on regarde le graphique qui est à côté, on s'aperçoit que le point P est sur la droite, le point x est sur la droite aussi, et on a notre vecteur directeur qui part de l'origine parallèle à notre droite delta. Donc, si on part du point P pour se rendre au point X, on se rend compte qu'on est parallèle à notre vecteur directeur. Et nécessairement, si on est parallèle à un vecteur directeur, on sait qu'on est à un multiple près de ce vecteur-là. C'est pour ça que sur notre droite, le vecteur qui part de P pour aller jusqu'à X est dénoté par K fois D, donc un multiple de notre vecteur directeur. Maintenant, on va faire quelques opérations assez simples pour essayer de se trouver une formulation qui va bien décrire cette droite-là, peu importe où est le point X sur notre droite. Donc, on part avec le vecteur Px qui est égal à PO plus OX en utilisant la loi de Charles. Et deuxième ligne, on interchange PO avec moins OP, ce qui va de soi. Et troisième ligne, ben, on fait juste interchanger les vecteurs entre eux, donc OX moins OP. Mais si je pars de l'origine pour aller au point X, bien, je sais que les coordonnées de mon point X vont correspondre à mes composantes de mon vecteur. À chaque fois qu'on va partir de l'origine, dans le fond, les coordonnées seront toujours égales aux composantes. Et c'est pour ça que sur la troisième ligne, on a pris deux vecteurs qui commencent avec l'origine et qui se terminent soit en X, soit en P. Donc, OX, les composantes du vecteur vont être XY et le vecteur OP, bien, ses composantes vont être P1, P2. Et comme Px est parallèle au vecteur directeur, on a que Px est égal à un multiple du vecteur directeur, c'est-à-dire K fois D1, D2. Donc, si on remplace ça dans notre équation, on va avoir Px est égal à K fois D, ou encore le vecteur XY moins le vecteur P1, P2. Et là, au final, en isolant le vecteur XY, bien, on va avoir que XY est égal à P1, P2 plus K fois D1, D2. Et ça va être une de nos formes pour exprimer une droite.
Si on a delta qui est une droite qui passe par le point P et dont le vecteur D est un vecteur directeur, on a l'équation vectorielle de la droite qui est donnée par cette équation-là, celle qu'on a vue dans les diapos précédentes. Remarque, l'équation vectorielle n'est pas unique. Une droite a plus d'un vecteur directeur et une infinité de points, donc n'importe quel point fait l'affaire pour définir notre droite. Et un vecteur directeur, ben, il en existe une infinité aussi parce qu'on peut toujours lui rajouter un multiple devant et ce serait un autre vecteur directeur, mais dans la même direction. Deux droites sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont parallèles, donc si et seulement si les vecteurs sont multiples l'un de l'autre. Soit la droite suivante où K appartient au réel. On veut déterminer un vecteur directeur et un point de la droite delta. Pour notre vecteur directeur, c'est facile à trouver. Il suffit de trouver l'emplacement du K, le paramètre K, et juste à côté, ça va être notre vecteur directeur qui va être là. Donc, le premier qu'on voit, c'est 3, 1, c'est celui qui est déjà défini dans l'équation. Mais on sait que n'importe quel multiple de ce vecteur-là serait aussi un vecteur directeur acceptable pour notre droite. Donc, si on prend le vecteur D, 3, 1, et qu'on divise chacune des composantes par 3, ou encore qu'on multiplie par 1 tiers, on pourrait aussi dire que le vecteur directeur 1 tiers, est un vecteur directeur pour cette droite-là. On pourrait aussi prendre notre vecteur directeur 3, 1 et le multiplier par 2. On obtiendrait dans ce cas-ci le vecteur directeur 6, 2. Et donc, il y en a une infinité comme ça. Et le point de notre droite, dans le fond, lui, c'est facile. Il y a deux vecteurs dans notre droite, dans l'énoncé. Il y a le vecteur directeur et il y a le vecteur qui part de l'origine pour aller jusqu'à un point. Et comme le vecteur part de l'origine, on sait que les composantes du vecteur seront égales aux coordonnées du point, c'est-à-dire qu'on a le point moins 1, 2 qui serait sur notre droite. On veut maintenant trouver deux autres points A et B de la droite delta. Et dans le fond, on sait que notre droite, si on remplace la valeur de K par une valeur quelconque, on va être encore sur notre droite. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de remplacer par des valeurs de K arbitraires. Donc, par exemple, si K vaut 1, dans notre équation, on va avoir moins 1, 2 plus une fois le vecteur 3, 1, ce qui nous donnerait le vecteur 2, 3. Donc, je sais que le point A, par exemple, de coordonnées 2, 3, appartient à la droite delta. Si on fait la même chose avec K égale à moins 1, on remplace dans l'équation d'origine, on va trouver le vecteur moins 4, 1. Et donc, le point B de coordonnées moins 4, 1 appartient lui aussi à la droite delta. Donc, en remplaçant K par n'importe quelle valeur réelle dans l'équation, on en déduit un point de la droite. Vous auriez pu prendre K est égal à 8004 et ça aurait fait quand même. On se pose maintenant la question à savoir si le point C de coordonnées 4, 5 appartient lui aussi à la droite delta. La façon de le savoir, c'est de vérifier à l'aide de l'équation de la droite. Donc, si le point C appartient vraiment à la droite, on va avoir l'équation suivante, c'est-à-dire vecteur 4, 5 est égal au vecteur moins 1, 2 plus K fois notre vecteur directeur. Il y a une seule inconnue là-dedans, c'est la constante devant notre vecteur directeur, le paramètre K. Donc, on va aller isoler le paramètre K, c'est ce qui donne dans le fond notre troisième ligne. On a le vecteur 5, 3 est égal à K fois le vecteur directeur 3, 1. De ça, si on y va composante par composante, par exemple, on y va avec les X en premier, on va avoir 5 est égal à 3 fois K du côté droit. Et si on y va avec les Y, on va aussi avoir 3 est égal à 1 fois K du côté droit. Donc, on a les deux équations qui donnent des valeurs de K différentes, ce qui est donc impossible. Ça veut dire que notre supposition de départ de dire que C appartient à la droite ne peut pas être vraie. Donc, le point C n'appartient pas à la droite delta. On veut maintenant trouver l'angle d'inclinaison de notre droite. On sait que notre vecteur directeur est de composante 3 en X et une unité en Y. Donc, si on se trace un triangle qui respecte ces proportions-là, on va avoir 3 unités en X, une unité en Y, et notre angle θ part toujours de la droite qui est parallèle à l'axe des X pour se rendre jusqu'à notre vecteur. Et là, on se rend compte qu'on connaît le côté opposé et le côté adjacent à notre angle, et le rapport trigonométrique qui relie les côtés opposés et adjacents, c'est la tangente.
Donc, je vais prendre tangente de θ qui va être égale à opposé sur adjacent, qui nous donne 1/3 dans ce cas-ci. Et ensuite, on isole θ en prenant l'arc tangente. Donc, arc tangente de 1/3, si on est en degrés sur la calculatrice, vous pourrez trouver 18,43 degrés qui sera notre angle d'inclinaison pour notre droite delta. Donnons une autre équation vectorielle de delta. À partir des vecteurs directeurs trouvés en A et des points A et B trouvés en B, on a les équations vectorielles suivantes. Donc, la première qu'on voit apparaître en prenant le point 2, 3 et le vecteur directeur 6, 2. Et la deuxième qu'on voit apparaître en prenant le point moins 4, 1 et le vecteur directeur moins 3, moins 1. Comme l'équation vectorielle d'une droite contient un paramètre, le paramètre k, on peut exprimer chacune des variables x et y en fonction de ce paramètre. Donc, si on regarde dans nos vecteurs ont des composantes en fonction de x et y. La première des composantes est associée au x, la deuxième au y. Mais comme c'est des vecteurs qui sont dans des matrices, je sais que les premières colonnes vont ensemble et les deuxièmes colonnes vont ensemble. Donc, si je regarde seulement ce qui est dans ma première colonne et en effectuant la multiplication du paramètre k sur le vecteur directeur, on va trouver ce qu'on va apparaître à droite. X est égal à P1 plus k fois D1. Et en faisant la même chose pour y, on trouve y est égal à P2 plus k fois D2. Les équations qu'on vient de trouver juste en haut donnent lieu à une deuxième façon d'écrire notre droite delta qu'on appelle les équations paramétriques. Et les équations paramétriques sont données par précisément ce qu'on a trouvé en haut. Donc, dans la remarque, tout comme l'équation vectorielle, les équations paramétriques de la droite delta ne sont pas uniques. Pas uniques parce que ça nous prend un point et qu'il existe une infinité de points à une droite, et aussi parce que ça prend un vecteur directeur et que n'importe quel multiple du vecteur directeur D pourrait être considéré lui aussi comme un vecteur directeur. Donc, il existe aussi une infinité de vecteurs directeurs à une droite. C'est pour ça que les équations ne sont pas uniques. Soit la droite delta passant par les points A et B. On veut déterminer les équations paramétriques de la droite delta. On ne connaît pas le vecteur directeur à notre droite, mais on connaît les coordonnées de deux points. Donc, à partir de ces deux points-là, on pourrait faire passer un vecteur qui part de A pour se rendre à B. En faisant ça, nécessairement, on vient de créer un vecteur qui va être parallèle à notre droite, et donc on va se servir de ce vecteur-là comme d'un vecteur directeur. Donc, notre vecteur directeur, ça va être le vecteur AB qui serait de composante 3, 4 si on prend les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Et on pourrait facilement donner deux équations à notre droite, une qui serait en fonction du point A et une en fonction du point B. Donc, la première que vous voyez apparaître, x est égal à 2 plus 3k, y égale à moins 1 plus 4k, on s'est servi du point A pour la donner, et l'autre, on s'est servi du point B. Mais il existerait aussi une infinité d'autres équations parce qu'il existe une infinité d'autres points à cette droite et surtout parce qu'on pourrait prendre un vecteur directeur qui serait multiple de 3, 4, comme on a trouvé, et que ça nous donnerait d'autres équations paramétriques. Montrons que les équations suivantes, où t appartient au réel, décrivent aussi la droite delta. Comment on fait pour montrer que deux équations décrivent la même droite? Mais premièrement, il faudrait s'assurer que nos droites sont parallèles, parce que si elles ne sont pas parallèles, elles vont se croiser, ça ne peut pas être la même droite. Donc, pour montrer que deux droites sont parallèles, il suffit de montrer que les vecteurs directeurs sont multiples l'un de l'autre. Mais une fois qu'on sait qu'elles sont parallèles, ce n'est pas suffisant pour dire qu'elles représentent la même droite. Mais par contre, si j'ai deux droites parallèles qui contiennent un même point, là, nécessairement, ce point-là va être sur les deux droites et comme elles sont parallèles, on va être en train de parler de la même droite, c'est-à-dire tous les points sont superposés un par-dessus l'autre sur nos deux droites. Donc, grosso modo, il suffit de montrer que les droites sont parallèles et qu'elles contiennent un même point. Si on regarde le vecteur directeur qu'on a en B, qui est de 6, 8, on s'aperçoit que c'est deux fois le vecteur 3, 4 ou encore deux fois le vecteur directeur qu'on avait en A. Donc, multiples l'un de l'autre, ça veut dire que les vecteurs sont parallèles. Maintenant qu'on sait que nos droites sont parallèles, on veut montrer que le point moins 4, moins 9, qui est donné dans l'équation paramétrique en B, mais on veut montrer que ça appartient aussi à la droite delta qu'on a en A. Donc, est-ce que le point moins 4, moins 9 satisfait des équations données en A?
Mais en A, notre équation pour x, c'était x est égal à 2 plus 3k. Donc, si je mets la valeur de x moins 4 là-dedans, on va être capable de trouver la valeur de k qui serait égale à moins 2. Si je mets le y maintenant dans notre équation de A, on va trouver que la valeur de k est égale à moins 2. Et comme on obtient la même valeur de k pour x que pour y, mais on sait que le point appartient à notre droite. Comme les droites sont parallèles et contiennent un même point, les équations décrivent la même droite. Si on isole le paramètre dans les équations paramétriques d'une droite, on obtient la chose suivante. On avait que x était égal à P1 plus k fois D1. Donc, en isolant le k, on trouverait que k est égal à x moins P1 divisé par D1. Si on fait la même chose pour y, on va trouver que k serait égal à y moins P2 divisé par D2. Et donc, on a deux équations pour la même valeur de k. Donc, on peut mettre ces équations-là égales ensemble et on va trouver x moins P1 sur D1 est égal à y moins P2 sur D2, à condition par contre que D1 et D2 ne soient pas égales à 0, sinon on aurait une division par 0. Le raisonnement qu'on vient de suivre donne lieu à une troisième façon vectorielle de donner une droite, c'est-à-dire l'équation symétrique de delta, qui est donnée par précisément ce qu'on vient d'obtenir, donc x moins P1 sur D1 est égal à y moins P2 sur D2, à condition que D1 et D2 ne soient pas égales à 0. Remarque, tout comme l'équation vectorielle et les équations paramétriques, l'équation symétrique de la droite delta n'est pas unique, encore une fois parce que les vecteurs directeurs peuvent être multiples de celui qui est donné et qu'une droite contient une infinité de points P1, P2. Pour ceux qui auraient de la difficulté à dormir ce soir, petit rappel, voici tous les points remarquables du cercle trigonométrique. Déterminons l'équation symétrique de la droite delta passant par le point A et ayant un angle d'inclinaison de π sur 4 radians. Depuis le début du chapitre, ce qu'on fait, c'est qu'on a un vecteur directeur et on veut trouver son angle d'inclinaison. Maintenant, on a le contraire. On connaît l'angle d'inclinaison, mais on ne connaît pas quel est le vecteur directeur. Donc, par contre, ce qu'on a ici, c'est que l'angle d'inclinaison de π sur 4 est un des points remarquables du cercle trigonométrique. On sait qu'en π sur 4, on a les coordonnées racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Donc, on pourrait prendre comme vecteur directeur un vecteur qui part de l'origine pour se rendre jusqu'à ce point-là. Et donc, dans ce cas-là, notre vecteur directeur serait de composante racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Remarquez que ce vecteur directeur-là a exactement les mêmes composantes x et y. Donc, ça veut dire qu'on pourrait prendre n'importe quelle composante en x, en autant qu'on prenne exactement la même en y, on aurait un vecteur directeur qui lui serait parallèle. Donc, plutôt que d'utiliser des fractions incluant des racines carrées, mais on va prendre le vecteur directeur 1, 1. Ça va être plus simple pour décrire nos équations. En se servant de l'équation symétrique de delta, la définition même, et en prenant P1, P2, les coordonnées du point A, et comme D1, D2, les composantes du vecteur D, on obtient notre équation symétrique x moins 2 est égal à y plus 3. La figure ci-dessous illustre bien que le vecteur n définit une famille de droites qui lui sont perpendiculaires. Une droite peut donc être entièrement déterminée par un point P et un vecteur n qui lui est perpendiculaire. Donc, plutôt que d'utiliser un vecteur directeur qui va être parallèle à une droite, on pourrait tout aussi bien prendre un vecteur perpendiculaire à la droite pour la définir. Un vecteur normal à une droite est un vecteur n perpendiculaire à cette droite. En particulier, on peut désigner un vecteur normal unitaire par n indice u. Donc, n avec la flèche pour indiquer que c'est un vecteur, mais l'indice u qui est en dessous n'a pas de flèche et est là juste pour indiquer que c'est un vecteur unitaire. Soit x un point quelconque d'une droite delta. Alors, le vecteur partant de P pour aller à x est porté par cette droite et il est perpendiculaire au vecteur normal n de composantes a et b. Or, le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires vaut 0. Ou mathématiquement, on a la chose suivante, n.px est égal à 0. En faisant quelques opérations mathématiques, on voudrait arriver à une façon plus simple de décrire notre droite. Donc, le vecteur px, on va le remplacer par po plus ox en prenant la loi de Charles. Ensuite,
on va distribuer le n en produit scalaire à l'intérieur de la parenthèse, donc n.po plus n.ox. Ensuite, on va envoyer le n.po de l'autre côté, à droite, pour obtenir moins n.po du côté droit. Par la suite, on va interchanger l'origine et l'extrémité du vecteur PO et on va faire donc disparaître le moins en mettant OP à la place de PO. Ensuite, on sait que notre vecteur normal n est de composante AB et que le vecteur partant de O pour aller jusqu'à x est de composante XY. Du côté droit, on a le vecteur partant de O pour aller à P qui est de composante P1, P2 parce que ce vecteur-là appartient à la droite. En effectuant le produit scalaire de chaque côté, on va trouver AX plus BY du côté gauche et AP1 plus BP2 du côté droit. Et du côté droit, le AP1 plus BP2, on va l'appeler une constante C, parce que A, P1, B et P2 sont toutes des constantes connues supposément dans notre problème et que donc en additionnant et multipliant des constantes ensemble, on trouve quand même une constante. Les seuls inconnus sont X et Y dans ce problème-ci. Donc, AX plus BY égale C. Un petit truc qui va vous être utile quand vous allez faire vos exercices, mais notez que si le vecteur D, le vecteur directeur, est de composante AB, alors le vecteur normal à la droite serait lui de composante moins B et A. C'est-à-dire, on interchange le B avec le A de place et on ajoute un négatif sur la première composante. Ce vecteur-là va nécessairement être perpendiculaire au vecteur D. Parce que si je fais le produit scalaire de D.n de la manière qu'on vient de les définir, bien, je vais trouver A fois moins B plus B fois A qui va être égal à 0. Et donc, si le produit scalaire entre ces deux vecteurs-là est nul, c'est que mes vecteurs sont perpendiculaires. Donc, c'est facile de passer d'un vecteur directeur à un vecteur normal et vice-versa. Soit delta à la droite passant par le point P est perpendiculaire au vecteur n. L'équation cartésienne de delta est donnée par AX plus BY égale C. La valeur de C n'étant pas dans les paramètres donnés plus haut, ça va être à nous de la trouver. Remarque, l'équation cartésienne de delta n'est pas unique pour les mêmes raisons que les autres types de droites qu'on a définis plus tôt. On veut déterminer l'équation cartésienne d'une droite delta qui passe par le point P 5, 3 et qui est parallèle au vecteur U de composante 1, 3. On va y aller par deux méthodes différentes. La première méthode, on prend notre vecteur directeur 1, 3 et on sait que dans ce cas-là, le vecteur normal sera de composante moins 3, 1. Par conséquent, on sait que notre droite va s'écrire sous la forme moins 3x plus y est égal à c et on connaît le point 5, 3. En remplaçant le x par 5 et le y par 3, on va trouver que le c est égal à moins 3 fois 5 plus 3 ou encore c est égal à moins 12. Donc, notre équation pour notre droite, l'équation normale serait de moins 3x plus y égale à moins 12. Avec la méthode 2, on va passer par les équations symétriques en prenant le vecteur directeur U, 1, 3. Les équations symétriques de notre droite en prenant le point P 5, 3 seraient x moins 5 sur 1 est égal à y moins 3 sur 3. Et dans ce cas-là, on va travailler avec notre équation pour obtenir exactement la même que dans la méthode 1. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait un genre de produit croisé pour obtenir 3 fois x moins 5 qui est égal à y moins 3. On distribue le 3 dans la parenthèse pour obtenir 3x moins 15 égale à y moins 3. On met les variables du côté gauche et les constantes du côté droit pour obtenir 3x moins y est égal à 12. Et là, on a presque la même chose qu'à la méthode 1. Tout ce qui reste à faire, c'est de multiplier par moins 1 de chaque côté pour obtenir moins 3x plus y égale à moins 12 et on a exactement la même chose qu'en méthode 1. Déterminons l'équation vectorielle, les équations paramétriques, l'équation symétrique et l'équation cartésienne de la droite passant par les points A et B suivants. On va commencer par prendre comme vecteur directeur le vecteur partant de A pour aller à B qui serait de composante moins 1, 5. Pour l'équation vectorielle, il suffit de prendre un point connu et le vecteur directeur pour l'obtenir. Donc, deux façons de l'obtenir rapide ici. On prend notre vecteur directeur moins 1, 5 et on prend soit le point A ou le point B comme point par lequel la droite va passer. Ça nous donne les deux équations suivantes.
Pour l'équation symétrique, c'est sensiblement la même chose. On a le même vecteur directeur dans les deux cas. C'est juste le point par lequel la droite passe qui a changé. Pour les équations paramétriques, il suffit de prendre les équations vectorielles et de les écrire en fonction des composantes x et y. Donc, on a les deux choix suivants. Et pour l'équation cartésienne, on peut y aller à partir de l'équation symétrique qui a déjà été trouvée. Donc, on applique encore le même raisonnement, le produit croisé, on met les variables d'un côté et les constantes de l'autre, et on va finalement obtenir notre équation cartésienne qui serait 5x plus y égale à 23. Soit n de composante AB, un vecteur normal à la droite delta. Le vecteur normal unitaire à delta de même direction que le vecteur normal, c'est-à-dire de même angle phi par rapport à la partie positive de l'axe des x, noté n indice u, est la formule suivante, c'est-à-dire 1 sur norme de n fois le vecteur normal. Mais la norme de notre vecteur normal est de racine carrée de a carré plus b carré, c'est-à-dire l'addition du carré des composantes. En distribuant ça dans notre vecteur, on va obtenir a sur racine carrée de a carré plus b carré et b sur racine carrée de a carré plus b carré. Et ça correspond précisément à faire cos de phi, sinus de phi comme composante de notre vecteur normal unitaire. Soit delta, la droite passant par le point P, est perpendiculaire au vecteur unitaire suivant. L'équation normale de delta est donnée par la formule suivante. Ou encore, par la formule suivante, cos de phi fois x plus sin de phi fois y est égal à h, où la valeur du paramètre h est donnée par la formule suivante. Ces équations-là ne sont pas très belles et on va vous donner un truc pour arriver à la trouver de manière plus rapide, facilement. Commencez par trouver votre équation cartésienne, celle qui est de la forme ax plus by égale à c. Trouvez ensuite la norme de votre vecteur normal. Et une fois que vous allez avoir ces deux choses-là, prenez votre équation cartésienne et divisez chacun des termes de chaque côté par la norme de votre vecteur. Automatiquement, vous allez trouver l'équation normale de delta. C'est beaucoup plus simple. Remarque, comme il n'y a que deux vecteurs unitaires perpendiculaires à une droite donnée, il n'y a que deux expressions possibles pour l'équation normale. A priori, on pourrait penser qu'il existe une infinité de vecteurs normaux à un vecteur directeur D. Ça, c'est vrai. Mais des vecteurs normaux unitaires, il n'y en a que deux. Il y a celui en bleu qui pointe vers le haut et celui en rouge qui pointe vers le bas. Et comme ils sont parallèles entre eux et de même longueur, mais on va voir que NU1 est égal à moins NU2. On va maintenant étudier la position relative entre des droites dans le plan. Deux droites delta 1 et delta 2 du plan peuvent être parallèles. Dans ce cas-là, elles sont soit distinctes ou confondues. Si elles ne sont pas parallèles, elles vont être concurrentes. Il s'agit d'abord de déterminer si les droites sont parallèles. Si ce n'est pas le cas, elles sont concurrentes. Si les droites sont parallèles, ensuite, il faudra déterminer si elles sont distinctes ou confondues en utilisant des points connus de la droite. Pour vérifier si deux droites sont parallèles, on peut se servir des astuces suivantes. Donc, les pentes de delta 1 et delta 2 sont identiques. Dans notre cours, c'est plutôt rare qu'on parle de pentes. Alors, on peut aussi vérifier si les vecteurs directeurs respectifs, D1 et D2, sont parallèles en vérifiant qu'ils sont multiples l'un de l'autre. S'ils sont donnés en fonction de leurs vecteurs normaux, on peut vérifier que les vecteurs normaux sont parallèles, c'est-à-dire que les deux vecteurs sont multiples un de l'autre. On peut aussi vérifier qu'un vecteur directeur de l'une des droites est perpendiculaire au vecteur normal de l'autre. Donc, si on a un vecteur normal d'une droite qui est perpendiculaire à un vecteur directeur, c'est que nos deux droites vont être parallèles. Et dans ce cas-là, une façon simple d'y arriver, ce serait de faire le produit scalaire entre le vecteur directeur de l'une et le vecteur normal de l'autre. Si ça donne 0, on va avoir nos droites qui vont être parallèles. Si vous voulez vérifier que deux droites sont parallèles, confondues ou distinctes, prenez un point de P1 qui appartient à la droite delta 1. Vérifiez si ce point-là appartient aussi à l'équation de delta 2. Si votre point appartient à delta 1 en même temps que delta 2, c'est que vos droites sont parallèles confondues.
Mais si votre point qui appartient à la droite delta 1 n'appartient pas à la droite delta 2, comme vos droites sont parallèles, les droites vont être parallèles distinctes, c'est-à-dire elles ne se toucheront jamais. Soit les droites delta 1, delta 2 et delta 3 suivantes. Étudions la position relative des droites mentionnées. Si elles sont concurrentes, déterminons leur point d'intersection. Pour delta 1 et delta 2, en delta 1, on a une équation symétrique, donc on a un vecteur directeur qu'on a appelé D1, qui est de composante 1, 2. Pour la droite delta 2, on est dans le cas d'une équation cartésienne, et donc on a un vecteur normal de composante 4, moins 2. On fait le produit scalaire entre les deux, et on trouve que ça donne 0. Comme on a pris un produit scalaire entre un vecteur directeur et un vecteur normal, on sait que les droites sont parallèles. Ensuite, on va aller prendre un point de delta 1, qui est le point 3, 2. Et on va vérifier s'il appartient à delta 2 en le remplaçant dans l'équation de delta 2. Donc, en remplaçant x par 3 et y par 2, l'équation nous donne 8 et non pas 5 comme c'est donné dans l'équation de delta 2. Ce qui veut dire que le point 3, 2 n'appartient pas à la droite. Ça veut dire, entre autres, que les droites delta 1 et delta 2 sont parallèles distinctes. Pour delta 1 et delta 3, on a delta 1 qui est donné sous la forme symétrique et delta 3 qui est donné sous la forme paramétrique. Donc, le vecteur directeur D1 serait 1, 2 et le vecteur D3 serait de composante 3, 1. Ou encore, on pourrait dire que la normale de la droite 3 serait de composante moins 1, 3. On veut vérifier si les droites sont parallèles, donc le truc simple, c'est de prendre le vecteur directeur de l'une avec le vecteur normal de l'autre. On fait le produit scalaire. Dans ce cas-ci, on trouve un produit scalaire de 5. Comme le produit scalaire est non nul, les droites ne sont pas, les vecteurs ne sont pas perpendiculaires ou encore les droites ne sont pas parallèles. Si elles ne sont pas parallèles, c'est que les droites sont concurrentes. Elles ont un point d'intersection qu'on va devoir trouver. Pour trouver le point d'intersection, il y a plusieurs façons d'y arriver, mais la technique la plus simple, c'est d'écrire les équations sous leur forme cartésienne. Le but dans le cours, ce n'est pas de trouver toutes les façons d'arriver à trouver les points d'intersection, mais de trouver quel est le point d'intersection. Donc pour delta 1, si on écrit ça sous la forme cartésienne, mais on se sert de l'équation symétrique qui est donnée au départ, on fait notre produit croisé, on fait la distributivité dans la parenthèse, on met les inconnus du côté gauche et les constantes du côté droit, et on arrive à 2x moins y égale 4. Pour delta 3, on commence par écrire notre équation sous la forme symétrique à l'aide du point et du vecteur directeur qu'on a pour la formule de départ donnée dans l'énoncé. Et ensuite, on fait le même procédé qu'on a fait pour delta 1 juste à gauche pour obtenir notre équation cartésienne qui va être x moins 3y égale 5. Des deux équations qu'on vient de trouver, on va former un système d'équations linéaires et on va trouver les matrices A, X et B suivantes. On va ensuite appliquer la méthode de la matrice inverse pour résoudre notre système. Donc, X va être égal à A-1 fois B, ce qui va nous donner la matrice suivante, 7 cinquièmes moins 6 cinquièmes. Et comme ça, c'est notre matrice des inconnus, bien, on sait que la valeur de X va être de 7 cinquièmes et la valeur de Y de moins 6 cinquièmes. Donc, nos droites delta 1 et delta 3 sont concurrentes et leur point d'intersection est le point P 7 cinquièmes moins 6 cinquièmes. Rappelez-vous que pour une matrice 2 par 2, l'inverse est très simple à trouver. On avait une méthode dans le chapitre 2 qui était de dire on interchange les deux termes sur la diagonale et on ajoute un signe négatif sur les éléments qui ne sont pas sur la diagonale. Ensuite, on divise tout ça par le déterminant et on a notre matrice inverse. Pour les droites delta 2 et delta 3, on a le vecteur normal de delta 2 qui est de composante 4 moins 2 et le vecteur directeur de delta 3 qui est de composante 3, 1. On va vérifier si les droites sont parallèles en faisant le produit scalaire entre les deux. Et dans ce cas-ci, on obtient un produit scalaire de 10. Et comme il n'est pas nul, on sait que les droites ne sont pas parallèles et donc les droites sont concurrentes. Il faut trouver leur point d'intersection. Pour trouver leur point d'intersection, on va encore résoudre en se servant des équations linéaires formées par les équations cartésiennes. Donc, delta 2 était déjà sous la bonne forme. Delta 3, on l'a trouvé dans le problème précédent. Et donc, on a les matrices A, X et B suivantes. On va maintenant appliquer la méthode de la matrice inverse pour trouver notre matrice des inconnus X.
Donc, x est égal à a moins 1 fois b. Et on trouve que x est égal à la matrice colonne 1 demi moins 3 demi qui correspond à notre valeur de x et de y. Donc, les droites delta 2 et delta 3 sont concurrentes et leur point d'intersection est le point P 1 demi moins 3 demi. Soit les droites delta 1 et delta 2 suivantes. On veut déterminer la valeur de A afin que les droites delta 1 et delta 2 soient parallèles et confondues. Premièrement, on sait que notre vecteur directeur 1 est de composante moins 1 et A, et notre vecteur normal de la droite 2 serait de composante 4 et A. On sait que les droites sont parallèles si le produit scalaire est nul, et donc notre produit scalaire dans ce cas-ci nous donne moins 4 plus A carré. Donc delta 1 sera parallèle à delta 2 si on a moins 4 plus A carré égale à 0, ou encore A carré égale 4, ce qui veut dire que A serait égal à moins 2 ou A serait égal à 2. Comme on trouve deux valeurs de A possibles, on va aller vérifier qu'est-ce qui se passe avec ces deux valeurs-là. Si A est égal à 2, on va trouver la droite delta 1 suivante dans laquelle on a juste remplacé la valeur de A. On a donc que le point 1 moins 1 appartient à delta 1. On veut vérifier si ce point-là appartient aussi à delta 2. On va substituer les coordonnées de P dans l'équation cartésienne de delta 2. Donc le x vaut 1, le y vaut moins 1, et on trouve que ça donne 2. C'est-à-dire que le point P appartient aussi à la droite delta 2. Donc si A est égal à 2, les droites delta 1 et delta 2 sont parallèles confondues. En B, on veut trouver les valeurs de A pour lesquelles les droites delta 1 et delta 2 sont parallèles distinctes. En A, on avait déjà trouvé que si la valeur de A valait 2 ou moins 2, on avait des droites parallèles. On a trouvé que si A était égal à 2, nos droites étaient parallèles confondues. On se doute donc que pour A égale à moins 2, on va avoir des parallèles distinctes. Donc on va aller vérifier. En remplaçant la valeur de A par moins 2, on trouve les équations delta 1 et delta 2 suivantes. On a donc que le point Q de coordonnées 1, 3 appartient à delta 1. On veut vérifier s'il appartient aussi à delta 2. On va aller substituer les coordonnées de Q dans l'équation cartésienne pour obtenir 4 fois 1 moins 2 fois 3 qui donne moins 2. Et comme ce n'est pas égal à 2, qui est la vraie valeur pour delta 2, ben, on a que Q n'appartient pas à delta 2. On en conclut que si A égale à moins 2, les droites delta 1 et delta 2 sont parallèles mais distinctes. En C, on veut trouver les valeurs de A pour que les droites delta 1 et delta 2 soient concurrentes, mais on sait déjà que si les droites ne sont pas parallèles, elles sont concurrentes. Pour avoir des droites parallèles, ça nous prenait des valeurs de A qui valaient 2 ou moins 2. Donc, pour qu'elles soient concurrentes, ça va être n'importe quelle valeur de A sauf moins 2 et 2, ou encore, sous forme plus mathématique, A appartenant au réel sauf l'ensemble moins 2, 2. En D, on veut trouver les valeurs du paramètre A pour que les droites delta 1 et delta 2 soient perpendiculaires. Donc, pour être perpendiculaire, on a deux choix. On doit avoir D1 parallèle à N2 ou encore D1 point D2 égale à 0. On a D1 qui est de composante moins 1A et D2 qui est de composante moins A4. Et en faisant notre produit scalaire, on trouve 5A doit être égal à 0 pour que les droites soient perpendiculaires. Et donc, si 5A est égal à 0, ça veut dire que A est égal à 0. Donc, si A vaut 0, les droites sont perpendiculaires. Voici la solution de l'exercice 1 du chapitre 6. Donc ici, on nous donne l'équation de 4 droites, delta 1 à delta 4, et on nous demande d'indiquer si les droites sont parallèles ou concurrentes. Si elles sont parallèles, il faut distinguer si elles sont parallèles distinctes ou confondues, et si jamais elles sont concurrentes, il faut trouver leur point d'intersection. Donc en A, on doit travailler avec les droites delta 1 et delta 2. Fait qu'on va, à partir des équations des droites, déterminer les informations qu'on connaît. De l'équation symétrique de delta 1, on a, si on regarde ce qui est sous-entendu comme dénominateur ici pour le membre de gauche de l'équation, c'est sous-entendu sur 1,
Quand on regarde l'équation symétrique, on a vraiment la forme x moins une quantité, y moins une quantité. Donc, ça a la forme voulue de l'équation symétrique. Donc, on en déduit que les dénominateurs sont les composantes du vecteur directeur de la droite. Donc, je suis capable de déterminer que le vecteur D1, qui est le vecteur de composante 1, 2, qui correspondent aux deux dénominateurs respectivement en x et en y. Donc, ce sont les deux composantes de notre vecteur directeur. À partir des expressions qu'on a au numérateur dans l'équation symétrique, on va en déduire un point appartenant à cette droite-là. Donc, je sais que le point, je vais le noter P1, qui est le point de coordonnées 3, 2, est un point qui appartient à la droite delta 1. Pour l'équation de delta 2, ce sont des équations paramétriques. Donc, quand on regarde maintenant les coefficients du paramètre K2, ces coefficients-là sont respectivement les composantes du vecteur directeur de delta 2. Donc, de l'équation de delta 2, j'en déduis que le vecteur directeur que je vais noter D2 est le vecteur de composante moins 1, moins 2. Puis dans les équations paramétriques, les termes qui sont constants sont les coordonnées du point par lequel la droite passe. Donc, j'en déduis que le point que je vais noter P2, qui est le point de coordonnées 3, 5, est un point qui appartient à la droite delta 2. Alors, comme ici, à partir des équations de delta 1 et delta 2, j'en déduis deux vecteurs directeurs, ce que je dois déterminer, c'est est-ce que ces vecteurs-là sont parallèles ou non. Donc ici, ce que je constate, c'est que, dans le fond, le vecteur D2, c'est l'opposé de D1. Donc, D2 est un multiple de D1. J'en déduis donc que les vecteurs directeurs sont parallèles. Et là, on se retrouve avec deux droites dont les vecteurs directeurs sont parallèles. On en déduit que les droites sont parallèles. Donc là, une fois qu'on sait que les droites sont parallèles, il faut maintenant déterminer si elles sont parallèles distinctes ou confondues. La procédure est relativement simple. On va prendre un point d'une droite, puis on va vérifier si ce point-là satisfait l'équation de l'autre droite. Fait que si arbitrairement, je vais me demander, est-ce que le point P1, qui appartient à delta 1, est-ce qu'il appartient également à delta 2? Donc, on va vérifier si le point P1 appartient à la droite delta 2. Donc, je vais prendre les coordonnées du point P1. Je vais les substituer dans les deux équations paramétriques en x et en y de delta 2. Puis, je vais m'assurer ou je vais vérifier est-ce que ces coordonnées-là sont obtenues à l'aide de la même constante K2. Donc, en x, la valeur en x du point P1, l'abscisse, c'est 3. Il faut que 3 soit égal à 3 moins K2. On en déduit que K2 doit valoir 0. Je fais la même chose maintenant avec l'ordonnée qui est 2. Donc, la valeur en y, je vais remplacer y par 2, puis je vais déterminer quelle est la valeur de K2 correspondante. Donc, on a 2 qui doit être égal à 5 moins 2 K2. Donc, j'ai 2 K2 qui doit être égal à moins 3. Pardon, j'ai moins 2 K2 qui doit être égal à moins 3. Et donc, par le fait même, j'en déduis que K2 vaut 3 demi. Fait que pour être capable de générer à partir de l'équation de delta 2 les coordonnées 3 et 2, ça nécessite deux valeurs distinctes de K2, ce qui est ici évidemment une contradiction. Donc, on en déduit que le point P1 n'appartient pas à la droite delta 2. Ici, juste une parenthèse que j'ouvre. Là, j'ai décidé arbitrairement de prendre un point de la droite delta 1 et de vérifier dans l'équation de delta 2, mais j'aurais pu également prendre le point P2 de l'équation de delta 2 et vérifier si ce point-là satisfait l'équation de delta 1. Autrement dit, je vais faire le calcul juste pour m'assurer de la démarche. Donc, je vais prendre le point de coordonnées, cette fois-ci 3, 5, que je vais substituer dans l'équation symétrique de delta 1, puis vérifier si on arrive à une égalité qui est toujours vraie.
Donc, quand x vaut 3, je vais avoir 3 moins 3, qui est égal à 0, qui va s'avérer ici à être différent de quand je prends l'ordonnée que je remplace par la valeur 5, qui est 5 moins 2 divisé par 2, qui donne 3 demi. Donc, d'un bord de l'équation, j'ai une quantité qui est égale à 0. De l'autre côté, j'ai une quantité qui est égale à 3 demi. J'en déduis donc ici que le point P2 n'appartient pas à la droite delta 1. Donc, ça confirme, dans le fond, la première affirmation qui est faite. Donc, j'en déduis ici que les droites delta 1 et delta 2 sont parallèles distinctes. On a établi que les droites étaient parallèles, mais qu'ils n'ont pas de point commun. Donc, elles sont parallèles distinctes. Vous avez sûrement remarqué l'erreur de notation. Alors, il fait qu'il soit noté P2 n'appartient pas à la droite delta 1. En B, on doit déterminer la position relative des droites delta 1 et delta 3. Donc, je reprends rapidement les informations qu'on avait déduites de l'équation symétrique de delta 1. Donc, de l'équation de delta 1, on avait comme vecteur directeur le vecteur D1 de composante 1, 2, et on avait comme point le point P1 de coordonnées 3, 2, qui était un point qui appartenait à delta 1. De l'équation maintenant cartésienne de delta 3, ben on est capable d'en déduire rapidement les composantes d'un vecteur normal à la droite. Donc, les coefficients en x et en y de l'équation cartésienne de delta 3 sont respectivement les composantes du vecteur normal à delta 3. Donc, ce vecteur normal, je vais le noter n3, et ce sera le vecteur de composante 1, 2. Bon, rapidement ici, si je compare mon vecteur directeur et le vecteur normal, ils sont de même composante. Donc, assurément, les droites ne seront pas parallèles. Mais mettons que je ne le vois pas, alors systématiquement, ce que je vais faire quand je connais un vecteur directeur d'une droite et un vecteur normal d'une autre droite, c'est d'effectuer le produit scalaire de ces deux vecteurs-là. Si le produit scalaire est nul, j'en déduirai que les droites sont parallèles. Si le produit scalaire est non nul, les droites sont obligatoirement concurrentes. Donc, je vais effectuer le produit scalaire de D1 avec N3. Donc, c'est le produit scalaire du vecteur 1, 2 avec le vecteur 1, 2. Le produit scalaire, c'est la somme des produits des composantes respectives des deux vecteurs. Donc, c'est 1 fois 1, 1, plus 2 fois 2 qui est 4. Donc, 1 plus 4, ça donne 5. C'est différent de 0. Donc, j'en déduis que les droites delta 1 et delta 3 sont concurrentes. Donc, assurément, dans le plan, elles se coupent quelque part. Donc, si elles sont concurrentes, on nous demande ici de trouver leur point d'intersection. Le plus simple ici pour essayer de trouver leur point d'intersection va être de transformer l'équation symétrique de delta 1 pour avoir son équivalent sous forme d'équation cartésienne. Puis ensuite, en travaillant avec la nouvelle équation cartésienne qu'on va trouver de delta 1 et l'équation cartésienne de delta 3, on aura à résoudre un système d'équations constitué de ces deux équations pour trouver le point d'intersection. Donc, la première chose que je vais faire maintenant, c'est de trouver l'équation cartésienne de delta 1. Donc, je pars de l'équation symétrique, qui est x moins 3 est égal à y moins 2 sur 2. En faisant une forme de produit en croix, je vais avoir que 2 fois x moins 3 va être égal à y moins 2. Donc, j'ai 2x moins y qui va être égal à
4. Donc ça, c'est l'équation cartésienne de delta 1. Donc maintenant, je vais résoudre le système d'équations qui est constitué des deux équations cartésiennes. Donc, j'ai une première équation qui va être l'équation cartésienne de delta 1, qui est 2x moins y égale à 4, et une deuxième équation qui est l'équation cartésienne de delta 3 qui nous est déjà donnée, qui est que x plus 2y est égal à 5. Bon, on est dans un contexte ici de cours d'algèbre linéaire, donc je vais résoudre ce système d'équations matriciellement. Je vais y aller rapidement par la méthode de Gauss. Donc, je commence par construire la matrice augmentée correspondante au système. J'identifie mon premier pivot qui est 2. Je veux rendre nul l'élément situé sous le premier pivot. Alors, je vais effectuer l'opération suivante. Je vais modifier la ligne 2 en faisant 2 fois la ligne 2 moins la ligne 1. Donc, la première ligne est inchangée. La deuxième ligne devient, suite à l'opération, 2 fois ligne 2 moins ligne 1. J'ai 2 fois 1 moins 2 qui donne 0. J'ai 2 fois 2, 4, moins 1 qui donne 5. Et j'ai 2 fois 5, 10, moins 4 qui donne 6. Donc, on a la forme échelonnée à partir de laquelle je peux en déduire la solution. Donc, de la ligne 2, on a comme équation 5y est égal à 6. D'où y est égal à 6 cinquièmes. De la ligne 1, on a comme équation que 2x moins y est égal à 4. Et là, vous allez me permettre tout de suite ici d'attribuer à y la valeur qu'on vient de trouver qui est 6 cinquièmes. Donc, j'ai 2x moins 6 cinquièmes qui est égal à 4. Donc, j'ai 2x qui est égal à... Donc, ça va être 4 plus 6 cinquièmes. 4, si je l'exprime en cinquième, ça fait 20 cinquièmes. 20 cinquièmes plus 6 cinquièmes, ça nous donne 26 cinquièmes. Ici, à partir de cette équation-là, je divise les deux membres de l'égalité par 2 pour isoler x. J'ai que x est égal à 13 cinquièmes. Donc, on vient de trouver que le point d'intersection c'est le point de coordonnées 13 cinquièmes et 6 cinquièmes. Alors ici, comme on est dans le plan, il est facile pour nous juste de valider rapidement graphiquement ce qu'on vient d'établir. Donc, je vais faire une représentation graphique des droites delta 1 et delta 3. Alors, je vais rapidement trouver des points de ma droite. Quand x vaut 0, y vaut moins 4. Donc ça, c'est un point de ma droite delta 1. Si j'attribue à y la valeur 0, j'ai 2x égale à 4, donc x est égal à 2. Donc ça, c'est le deuxième point de ma droite. Ça, c'est la représentation graphique de ma droite delta 1. Pour la droite delta 2, si j'attribue à x la valeur 0, j'ai y qui est égal à 5 demi, donc 2,5. Donc ça, c'est un point de ma droite delta 2. Et si y vaut 0, j'ai x qui est égal à 5. Donc ça, c'est la représentation graphique de la droite delta 2. Donc, ce qu'on vient de trouver maintenant, c'est que leur point d'intersection, qui est ce point ici, est le point de coordonnées 13 cinquièmes, 6 cinquièmes. Alors, ça semble tout à fait correct avec la représentation graphique, les coordonnées du point d'intersection qu'on a trouvé. Vous avez sûrement remarqué l'erreur. Il aurait dû être dit et noté
que cette dernière droite était la droite delta 3 et non pas la droite delta 2. En C, on nous demande de déterminer la position relative des droites delta 1 et delta 4. Donc rapidement, je reproduis ce qu'on a déduit de l'équation de delta 1. Donc on a le vecteur directeur D1 de composante 1, 2. Et on a comme point le point P1, qui est le point de coordonnées 3, 2, qui appartient à delta 1. Maintenant, l'équation de delta 4 est une équation vectorielle. Donc, le vecteur qui multiplie le paramètre K est le vecteur directeur. Et le vecteur qui est tout seul nous donne, dans le fond, par ses composantes, les coordonnées d'un point qui appartient à la droite delta 4. Fait que je sais que le point 4, 4 est un point de la droite. Donc, de l'équation de delta 2, on a que le vecteur directeur que je vais noter D4, oh pardon, c'est l'équation de delta 4. On a que le vecteur directeur D4 est le vecteur de composante 2, 4. Et le point que je vais noter P4 est le point de coordonnées 4, 4. Donc, ce point-là appartient à delta 4. Je compare mes vecteurs directeurs. Rapidement, je constate que le vecteur D4 est un multiple du vecteur D1. Donc, on a que D4 est égal à 2 fois le vecteur D1. Donc, les vecteurs D1 et D4 sont parallèles. Et si ces vecteurs directeurs sont parallèles, on en déduit que les droites delta 1 et delta 4 sont également parallèles. Maintenant, puisqu'on a établi que les droites sont parallèles, je vais prendre un point d'une droite et vérifier si ce point-là satisfait l'équation de l'autre droite. Le plus simple, ici, c'est de prendre le point P4 et vérifier si ce point-là satisfait l'équation symétrique de delta 1. Donc, on va vérifier si le point P4 appartient à la droite delta 1. Donc, je remplace dans l'équation symétrique x et y respectivement par 4, puis on va voir est-ce que ça nous donne une égalité toujours vraie. Donc, j'ai 4 moins 3 qui vaut 1. Je me demande, est-ce que c'est égal à 4 moins 2 sur 2? Bien, 4 moins 2 sur 2, c'est 2 sur 2, c'est 1. Mon égalité est toujours vraie. J'en déduis donc que le point P4 satisfait l'équation de la droite delta 1. Donc, le point P4 appartient à delta 1. Donc, on se retrouve ici dans une situation où les droites sont parallèles et elles ont un point commun. Donc, nécessairement, les droites sont parallèles confondues. Donc, les droites delta 1 et delta 4 sont parallèles confondues. Tous les points de delta 1 sont aussi des points de delta 4. Les deux droites sont parfaitement superposées.